Bienvenue à toutes et à tous dans cette formation au tarot réaliste. C'est l'étape 1, c'est le grand début de cette formation qui me tenait tellement à cœur que j'avais depuis tant d'années envie de faire, mais voilà, je n'avais pas la matière, je n'étais pas encore prêt, j'attendais quelque chose et puis cet été 2024, je me suis enfin senti prêt, alors voilà, j'ai enquillé, je me suis dit, lançons à cette rentrée la formation au tarot réaliste. Dans cette inauguration, à laquelle on a la chance de participer tous ensemble, vous venez vous de vous présenter, chers étudiants, dans un tour de parole, et puis je vais me présenter moi, ainsi que le cursus de formation à venir. Mais comme j'ai coutume de le faire, j'aimerais d'abord vous proposer une introduction pour que tous ensemble on mette un pas définitif dans cette formation qui sera, je pense, spéciale, inédite et, je l'espère, pleine de surprises. Pour moi, la grande question par rapport au tarot que j'ai toujours eu en tête et qui est aussi pour moi la grande question à la fois de la recherche et puis de cette formation, c'est la suivante. Comment faire progresser notre connaissance du tarot? Quand on est scientifique, ce que je ne suis pas, quand on est historien, j'écoute beaucoup les historiens, eh bien, on se pose souvent cette question par rapport à un sujet d'étude. Comment le connaître? Comment l'aborder? Quels sont les problèmes qui me sont posés à moi qui cherche à l'étudier? Vous voyez, je pense que c'est une très bonne introduction pour pouvoir rentrer dans cet aspect réaliste auquel je vais vous initier. En fait, ça ne coule pas de source, c'est ça que je veux vous dire. Faire progresser la connaissance dans un domaine spécifique, c'est une chose qui ne coule jamais de source et qui, de toute l'histoire de l'humanité, n'a jamais coulé de source. On pense que la connaissance est une chose naturelle, je pense qu'on se trompe quand on pense ça un peu trop vite. Je pense au contraire que la connaissance est une chose très difficile pour les êtres humains, qui est un petit peu contre nature, parce qu'elle vient nous bousculer. Et je pense qu'on confond aussi souvent la connaissance, et j'entends par là aujourd'hui en 2024 la science, la connaissance dans sa méthodologie, la science moderne, vous voyez. Je pense qu'on confond souvent ça, la connaissance, avec un petit peu tout le reste, quoi. Les opinions, les doctrines bien huilées, les religions. On pense qu'il y a de la connaissance partout. Je ne le crois pas. Et je pense que faire progresser le savoir, c'est quelque chose d'ardu. Alors j'aimerais commencer cette introduction par une belle citation d'Albert Einstein qui disait: «Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui». Je pense que quand on observe ce qui se passe pour nous, petits êtres humains, sur cette planète jetée dans le flux du temps, hein, quand on regarde, c'est un peu ça quand même. Tout ce qu'on ignore n'existe pas pour nous. Quand on découvre quelque chose, ça entre dans notre champ et ça existe pour nous. Si Einstein a raison, ça signifie donc que l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances, ou on pourrait dire de ses ignorances. C'est notre lot à chacun. Notre univers à tous se résume à la taille de nos connaissances. Comment faire progresser ces connaissances? Comment éloigner les ténèbres alentour en portant à chaque fois notre lampe plus loin, un petit peu à la façon de l'ermite du tarot? C'est toute la question. Comment s'y prendre? Cette formation va être très visuelle. Je vais tâcher, et je vais travailler en ce sens, de vous montrer visuellement des choses qui vont être susceptibles de changer votre regard sur le tarot. Parce que je crois que ça manque. Des analogies visuelles, des schémas, des cartes, des plans, des frises chronologiques. Je vais essayer de vous montrer ce genre d'outils, en fait, pour que ça rentre dans votre rétine et que petit à petit, votre cerveau se reconfigure à la lumière des cartes que vous avez devant les yeux. Et je vous propose une carte. Alors vous m'excuserez, je vais rarement ne pas citer mes sources, mais je l'ai trouvée sur Internet et c'est une espèce de blague. Alors voilà, je n'ai pas la source de cette carte, mais je crois qu'elle illustre en fait très bien la citation d'Albert Einstein. Cette carte drôlatique, bon, j'en ai fait une traduction à ma sauce pour, je pense, préciser et expliquer la pensée ironique de l'auteur de cette blague. Vous voyez, il y a un petit cercle autour d'une aire de la Méditerranée, hein, à l'est, à l'Orient. Et puis il y a écrit: chaque homme, chaque lieu, chaque animal et chaque événement mentionné dans la Bible se limite à une minuscule zone géographique en regard de l'étendue du monde. Voilà, tout dépend comment on voit les choses. Si on pense que le monde, c'est la partie est orientale de la Méditerranée, bon, alors on est dans le monde et le monde entier est là.
Mais quand on regarde toute l'étendue du monde, on peut s'apercevoir qu'en effet, ce qui est mentionné dans la Bible, ça ne concerne qu'une toute petite partie du vaste monde. Alors voilà, l'auteur de cette carte conclut en disant: tout se passe comme si la connaissance du monde de la Bible était elle-même limitée par la connaissance du monde de ceux qui l'ont écrite. Bon, je trouve ça très drôle, parce que c'est à la fois fin, intelligent, et puis ça reste quand même une blague, mais c'est une blague vraie. En effet, la connaissance qu'on trouve dans la Bible est extrêmement limitée en vérité, et elle peut être circonscrite géographiquement, comme ça a été fait là un petit peu euh, grossièrement avec une grosse flèche rouge et puis un petit cercle. Et puis la connaissance qui est dans ce texte, ma foi, bah, en effet, elle correspond tout simplement aux limites des connaissances de ceux qui ont écrit ce texte et qui ignoraient tant de choses. Mais comme le dit Einstein, leur univers à eux se résumait à la taille de leur connaissance. Et c'est normal, c'est naturel. La Bible. Pour les croyants, la Bible dont on vient de parler est divine d'une certaine façon. Alors pour les croyants, eh bien c'est un texte universel, hein, en ce sens que puisqu'il est divin et que c'est la parole de Dieu, elle parle à tous, elle concerne tout le monde. Bon, la Bible est intemporelle, hein. Dieu a parlé pour tout le temps jusqu'à la fin des temps, hein. Il n'a pas parlé pour un lundi à 14 heures il y a 2000 ans ou 6000 ans. Il a parlé pour tout le flux du temps. La Bible, elle est parfaite pour les croyants, c'est-à-dire que c'est la parole déposée de Dieu qui est, entre guillemets, tombée du ciel, on pourrait dire comme ça, j'utilise des images, et puis ben, elle est à prendre comme elle est parfaite. Elle est illimitée, elle ne connaît pas de frontières, hein. Tout le monde peut la comprendre, tout le monde doit la comprendre, tout le monde devrait se convertir à cette parole divine, et puis elle est infinie, quoi. Toute la création, toute l'immensité de l'univers est dans cet objet divin. C'est assez normal, hein. C'est, on va dire, la version schématisée de ce que considèrent les croyants. Pour les scientifiques qui travaillent sur ce texte, c'est tout à fait différent. La Bible est humaine, c'est-à-dire que est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? En fait, ils ne se prononcent pas sur cette question, mais ce qu'ils ont bien compris, c'est que le texte était apparu dans un contexte humain, ça c'est indéniable, et c'est ça qu'ils étudient. Donc pour les scientifiques, la Bible, non, elle est locale, elle n'est pas du tout universelle. C'est-à-dire qu'elle est née à un endroit du monde, un petit peu comme ce qu'on a vu sur la carte. On peut circonscrire cet endroit, à l'orient de la Méditerranée d'ailleurs, hein. Elle est localisée, elle est datée, hein. Elle est pas, c'est pas une parole qui parle pour les siècles et les siècles jusqu'à la fin des temps, hein. Elle est datée dans un langage qui n'existe plus, qui a lui-même une date limite de péremption, etc., etc. La Bible est incomplète si on veut parler des savoirs comme on l'a vu sur la carte, et bien évidemment. On ne peut pas mettre tout le savoir des hommes, surtout le savoir postérieur, et tout ce qu'ont compris par exemple les sciences modernes, on ne peut pas le trouver dans la Bible. Donc c'est incomplet à ce titre. Puis c'est un texte limité, fini. Évidemment, ça peut paraître normal, logique quand on le voit de ce bord-là. Bon, oui, le texte, il a été écrit à une certaine période de l'histoire humaine, il a été fini, il n'y a rien qui a été ajouté entre guillemets, le truc est là, et à partir du moment où le corpus a été figé, il est figé, et puis c'est une histoire terminée, quoi. Et puis ça, on peut l'étudier. Pourquoi je vous parle de la Bible? Mais vous allez voir et vous allez comprendre petit à petit dans cette formation qu'en fait, c'est tout à fait logique si je vous parle de la Bible. Eh bien parce qu'il existe une Holy Bible, une sainte Bible, mais il existe aussi un saint tarot. Bon, j'ai pris une image d'illustration, peu importe le tarot qu'on utilise, tarot de Marseille, Rider-Waite, tarot de Wirth, il existe un saint tarot, comme une sainte Bible. Et oui, et c'est ce que j'ai appelé, et je vous invite à adopter maintenant cette proposition de ma part, c'est ce que j'ai appelé le tarot avec un grand T. Le tarot avec un T majuscule. Pourquoi pas, moyen mnémotechnique, un T comme Torah. Voilà, c'est parfait, comme ça on va bien s'en souvenir. Parce que, comme vous le savez tous, le tarot est comparé par certains tarologues passionnés, amateurs, à la Torah, à la Bible, aux textes sacrés, au Coran, aux évangiles, etc. C'est quelque chose qui a été fait. Et puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a même des personnes versées dans l'ésotérisme, l'occultisme, qui ont dit que le tarot était différent de ce qu'on pensait, et puis qu'il était lié à la Torah, de par le fait que s'il comportait 22 atouts, arcanes majeurs, comme ils appelaient ça, eh bien, c'était parce qu'il y avait 22 lettres hébraïques, et donc ils ont commencé à faire correspondre les uns avec les autres. Donc, c'est un modèle, une proposition qui est assez simple à retenir. Le tarot avec un grand T, c'est le Saint Tarot, le tarot divin.
un grand T majuscule comme Torah. Tarot a été comparé, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire à mettre au même rayon de bibliothèque que le Popol Vuh Maya, le livre des morts égyptien. Le tarot est à côté de ce type de texte sacré, quoi, pour certains. C'est un tarot divin, une œuvre sacrée. Alejandro Jodorowsky dit, lui, un maître de sagesse. C'est un maître enseignant, le tarot, quoi. C'est une entité à part entière, vous voyez. C'est le tarot divin. Évidemment, je dis ça sous forme un petit peu schématisée, sous forme de boutade. Le tarologue que je viens de citer, Alejandro Jodorowsky, est bien au-delà de ce schéma, évidemment, vous comprendrez. Mais voilà, c'est pour essayer de commencer à discerner ce qui s'est passé, en fait, historiquement parlant, avec le tarot. Pour la plupart des tarologues actuels, le tarot, quand ils en parlent, eh bien, c'est une œuvre universelle, comme la Bible et les textes sacrés. Il parle à tous les peuples. Pour certains même, on peut trouver une partie de chaque peuple dans le tarot. Certains y voient des mandalas. Le mandala vient d'Extrême-Orient. Certains disent que même les Mayas pourraient trouver des choses dans le tarot. Pourquoi pas des signes japonais. Ça peut venir de partout. Le tarot est intemporel, c'est une œuvre voilà, qui parle à tous pour toujours, un petit peu comme la parole de Dieu. Il n'a ni commencement ni fin, il n'a pas d'âge. Le tarot est parfait. Je ne crois pas avoir jamais entendu un tarologue dire ça comme ça. Et je le dis pour eux, parce que c'est ça qu'ils disent en fait quand on les écoute bien. Et je les écoute, mes chers confrères. Parce que comme vous le savez, je suis un passionné de tarot, j'aime aussi beaucoup les êtres humains. J'écoute tout le monde, ça m'intéresse. Et c'est un petit peu ce qu'ils disent, puisqu'il est comme descendu du ciel pour eux, le tarot. C'est-à-dire, il est à prendre comme il est. Rien n'a changé, c'est parfait. Vous voyez, comme la Bible ou le Coran. Si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Vous voyez? Il est illimité et infini, il dépasse les frontières, on peut pas le saisir. Il n'a ni âge, ni commencement, ni fin, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas, on peut s'en approcher superficiellement. Et il est infini. C'est le tarot avec un grand T. Mais il y a aussi le tarot humain. C'est par exemple le tarot qu'étudient les historiens, ou le tarot qu'utilisent et étudient certains tarologues, mais ils sont minoritaires aujourd'hui. Et peut-être que petit à petit, leur nombre grossira. Pour les historiens, eh bien, c'est un petit peu la même affaire qu'avec la Bible, les amis. Non, le tarot, c'est une œuvre, un jeu de cartes local et localisé. Il est né quelque part sur cette terre. Il n'a pas pu naître partout en même temps chez tous les peuples qui en ont une partie, comme les Horcruxes dans Harry Potter, vous voyez, le truc qui est un petit peu séparé, un peu comme un symbole à la grecque, justement, il y a des morceaux un peu éparpillés partout. Non, le tarot a forcément une origine locale. Et puis, il est forcément daté s'il est né quelque part. Approximativement, on peut peut-être commencer à cerner sa date de naissance. Et donc il est incomplet aussi, normal, comme toute œuvre humaine, hein. Même, vous savez, les historiens de l'art qui étudient les tableaux de, par exemple, Léonard de Vinci, disent qu'ils sont pas finis. Hein, je ne sais pas si vous savez ça, mais il utilisait une technique de Vinci pour parler de lui, qui en fait était tellement chronophage, qui demandait tellement de temps qu'en général, il n'aboutissait pas. Donc on a des versions non abouties de ce que de Vinci avait en tête. Bon, c'est comme ça. Peu importe, c'est incomplet, c'est quelque chose d'humain, quoi, c'est normal. Et puis, le tarot, bah, il est limité et il est fini, hein. Voilà, comme quand on étudie la Bible si on est scientifique, c'est-à-dire que c'est 78 cartes, c'est pas 79 ou 800 000, c'est limité, et puis ça a été fait à une certaine époque, c'est fini, le corpus, il est terminé, basta, quoi. Et puis ça, on peut l'étudier. Ça, c'est le tarot avec un T minuscule, les amis. Je l'appelle comme ça. Moyen mnémotechnique, un T comme tableau. Parce que dans cette formation, on va faire quelque chose, vous allez voir, qui va être très fécond. C'est qu'on va faire entrer le tarot dans le champ de l'histoire de l'art. Parce que le tarot est à la fois un jeu de cartes et une œuvre d'art, forcément. Donc s'il est une œuvre d'art, on peut le regarder à la manière des historiens de l'art. Le tarot avec un T minuscule, un T comme tableau. Le tarot a une suite d'atouts de 22 tableaux. Ce sont des tableaux.
Il a aussi des cartes numérales appelées arcanes mineures par les ésotéristes, hein, cartes numérales qui parfois dans certains tarots sont aussi très joliment décorées, qui peuvent être des tableaux. Je crois qu'en fait, c'est ma pensée du moment. Je ne sais pas si je le penserai encore dans plusieurs années. Mais j'ai la sensation, moi, aujourd'hui, maintenant, qu'en fait, le tarot avec un T minuscule, quand on le considère comme ça, on lui rend sa majuscule. Parce que ce tarot-là, à mon avis, c'est le tarot tel qu'il est né, tel qu'il a grandi, tel qu'il ne mourra pas tant qu'on l'aimera, au travers de l'histoire humaine. Et je pense que approcher le tarot avec un T majuscule, eh bien, finalement, c'est un petit peu le déraciner et l'envoyer dans des hautes sphères où il n'a plus ni attache, ni racine, et donc ni destination, ni sens. Vous voyez? Dans cette formation, je vais vous proposer d'étudier le tarot avec un T minuscule. Et vous allez voir qu'on va s'approprier tout un jargon aussi. C'est pas énorme, hein, c'est quelques termes, mais ce sont des termes précis qui disent des choses concrètes. Et depuis quelques mois maintenant, j'écris personnellement tarot avec un T minuscule pour lui rendre ses lettres de noblesse. Si j'écris tarot de Marseille, là je mets un T majuscule parce que c'est le nom. Vous voyez? Mais le tarot, le jeu qu'on va étudier ensemble, tarot avec un T minuscule. Comme ce tableau de Botticelli, qui est une œuvre incroyable. C'est un tableau avec un T minuscule. Bon, Botticelli, on en reparlera peut-être, hein. Vous voyez, c'est un peintre de la fin du XVe siècle, de la Renaissance italienne, évidemment, donc il a côtoyé le siècle où est apparu le tarot. Vous y voyez Vénus. Le tableau s'intitule La naissance de Vénus, hein, Vénus qui est apparue dans une conque, une Saint-Jacques, selon la mythologie gréco-romaine. Cette Vénus-là, on la retrouvera dans la suite des 22 atouts. Donc voilà, c'est à dessein que j'ai choisi ce tableau. J'aurais pu en choisir un autre, mais il était pertinent. Quel est l'enjeu derrière tout ça? On y revient, ça fait partie des questions de la voie réaliste du tarot. Comment faire progresser notre connaissance du tarot, les amis? Voilà la question un peu abrupte, un peu binaire, mais qui va nous permettre d'avancer, que j'aimerais poser moi, aujourd'hui, 23 octobre 2024. Est-ce que le tarot, avec un T majuscule, oui ou non, peut faire progresser notre connaissance du tarot, le saint tarot, le divin tarot, ce tarot intemporel, universel, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de créateur, d'auteur? Hélas, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce tarot avec un T majuscule puisse nous en apprendre plus sur le tarot, mais je vais m'expliquer. Je crains que ce tarot-là, en fait, nous en apprenne plus sur les tarologues que sur le tarot lui-même. Le tarot avec un grand T nous en apprend plus sur ce qu'on dit aujourd'hui du tarot que sur ce qu'il était vraiment à l'origine, le tarot. Par exemple, le tarot avec un T majuscule est susceptible de nous apprendre, ce sont des exemples, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, eh bien il est susceptible de nous apprendre que pour Jodorowsky, par exemple, le tarot est un être, une entité, il le voit comme ça, un maître de sagesse, un enseignant. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on en sait plus sur le tarot lui-même, fondamentalement, comme il était à l'origine? Non, on sait juste que Jodorowsky, artiste génial, hein, il n'y a même pas besoin de le dire, qui a toute légitimité, hein, c'est pas du tout une remise en question de Jodorowsky, qui est dans sa puissance, pas de problème. On sait juste que lui, pour lui, Jodorowsky, le tarot est un être, une entité, et que du coup, si on va dans sa voie tarologique ou si on le côtoie, c'est comme ça qu'il abordera les choses. Et ça a une efficacité redoutable, hein, d'ailleurs, quand il fait sa psychomagie, ça marche. Mais voilà, ça ne nous a pas fait progresser en termes de connaissances sur le tarot. Le tarot avec un T majuscule est susceptible de nous apprendre que pour certains tarologues actuels, le chapeau du battleur est une lemniscate, par exemple, puisque beaucoup de tarologues le disent. D'accord, ok, ils le disent. Mais qu'en est-il? Est-ce que ça fait progresser notre connaissance sur le battleur, sur la lemniscate? Non, ça nous en dit plus sur le tarologue. Vous voyez, ça nous décrit ce qu'il pense, mais ça ne fait pas progresser notre connaissance. Je finirai avec un autre exemple. Le tarot avec un grand T est susceptible de nous apprendre que pour les occultistes de la fin du XVIIIe siècle, et pour plein de tarologues encore aujourd'hui, le tarot est une œuvre hermétique d'origine égyptienne, antique pharaonique, évidemment, parce que égyptienne moyenâgeuse, ce serait pas trop marrant. Il vaut mieux remonter à une antiquité encore plus vieille. Bon, ben, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? D'accord. Dont acte, pour vous, le tarot a une origine égyptienne et c'est une œuvre hermétique. Parce que, entre-temps, notre connaissance a progressé sur le tarot. Je ne le crois pas. Vous voyez, je fais un distinguo entre le savoir objectif, qui est partageable à
tous parce qu'il a été objectivé et que cet objet, chacun peut se l'approprier. Je fais une différence entre ça et les croyances, opinions et doctrines de chacun, qui, elles, ne sont pas objectivables et qui, une fois que la personne sera passée outre ou une fois qu'un siècle sera passé, n'existeront même plus, hein, puisque les doctrines, elles changent avec le temps. Par contre, la mathématique, ça change pas avec le temps, les amis, hein. La science, ça change pas avec le temps. Ça, les savoirs, ils évoluent, ça évidemment. Mais les sciences étudient et objectivent des choses du réel. Vous voyez, il y a une différence. Voilà, quant à notre tarot avec un T majuscule comme Torah, aux interrogations suivantes. Mais qu'est-ce que le tarot, au fond? Quelle est son origine? Est-ce qu'on connaît ses créateurs? À quoi il servait, le tarot, initialement? Quand est-ce qu'il est né? Quel est le sens de ces 22 arcanes majeurs, parce qu'ils appellent les atouts arcanes majeurs en général? Certains des arcanes majeurs du tarot sont-ils plus forts que d'autres? Quelle question étrange, mais que j'aime bien poser, hein, parce que c'était le cas à l'origine, on va le voir. Dans le jeu du tarot, certains arcanes, certains atouts sont plus forts que d'autres. Les 22 arcanes majeurs forment-ils un ensemble significatif? Si oui, comment fonctionne cet ensemble? Quel est son sens de lecture, etc., etc. À toutes ces interrogations, le tarot avec un T majuscule ne peut souvent que conjecturer, conclure sans éléments probants, ou offrir une réponse subjective qui, en fonction du tarologue, ça changera, vous voyez, ou se référer à ce que d'autres ont dit, c'est ce que j'appelle connaître ce qu'on dit du tarot aujourd'hui, hein. Je suis un peu radical, hein, c'est difficile, mais en général, quand on dit qu'on connaît le tarot, en fait, on connaît ce qu'on dit du tarot aujourd'hui. Il faut bien se l'avouer quand même. Ou bien, humblement, si tant est que qu'on puisse être humble, eh bien, certains tarologues diront, bah, je sais pas. Par contre, le tarot avec un grand T peut énormément de choses. Et je veux intégrer là encore un distinguo qui pour moi est fondamental. C'est que la connaissance, c'est pas n'importe quoi qui la crée. La recherche, les sciences produisent de la connaissance. Mais il ne faut pas penser que tout et n'importe quoi produit du savoir. C'est pas parce que le tarot avec un grand T, à mon sens, ne peut pas beaucoup faire progresser notre connaissance qu'il est inutile, pardon, et qu'il ne peut rien. Il peut beaucoup. Il peut nourrir notre amour de l'ésotérisme contemporain, qui est une doctrine extrêmement importante pour beaucoup d'intellectuels. Le tarot avec un grand T peut nourrir notre besoin de challenge intellectuel, ce qui pour beaucoup est très important aussi. Il peut nourrir notre besoin de spiritualité, très important, la vie de l'esprit. Il peut nourrir notre besoin de rêve, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Chaque être humain a besoin de rêver, et à titre personnel, c'est un besoin que je prends beaucoup en considération. Le tarot avec un grand T peut nous ouvrir aussi à différentes doctrines qui sont susceptibles elles-mêmes d'accroître notre éveil intérieur. Moi, j'ai grandi, à titre personnel, en me formant auprès de certaines doctrines, donc j'en connais la force et l'intérêt. Et ce tarot-là, avec un grand T, c'est d'ailleurs ce que font la plupart des tarologues, pour beaucoup très bien, eh bien, il peut très bien être employé pour aider son prochain à mieux se connaître. Jodorowsky a fait ça toute sa vie, puis tous ses adeptes derrière continuent d'utiliser sa méthode qui fonctionne, hein. Aider son prochain, on a tous besoin d'aide. Le tarot avec un grand T peut être utilisé pour aider un consultant à avancer sur son chemin de vie en surmontant certaines difficultés, dans le cadre de séances de voyance, de médiumnité pour ceux qui sont devins, ou dans le cadre de séances d'accompagnement, différentes thérapies, coaching. Ça, c'est très très fait aujourd'hui. Mais ce tarot, il peut aussi être utilisé, et beaucoup de gens l'utilisent comme ça, pour transmettre des messages d'actualité, hein, des messages fédérateurs sur le sort de la planète. On peut trouver dans le tarot de la nourriture pour ça. Et puis, il peut être utilisé pour enseigner l'ésotérisme contemporain. Donc, vous voyez, le tarot avec un grand T peut énormément de choses. Et puis, personne ne se prive de l'utiliser. Donc, tout va bien, j'ai envie de dire. C'est pour ça que moi, je suis très à l'aise avec ça, très pacifié, et j'ai plutôt conscience que la voie tarologique que je propose est plus minoritaire par rapport à cette pratique-là qui est assez majoritaire. Donc, tout va bien, quoi. Mais le tarot avec un T minuscule, lui, je le crois, peut nous en apprendre plus sur le tarot. Il peut faire progresser notre connaissance de cet objet. Il peut nous en apprendre plus sur ce qu'on disait du tarot à l'époque.
à l'époque où il est apparu, aux époques où il a grandi et où il s'est développé. Le tarot avec un T minuscule, cette approche-là peut nous en dire plus sur ce qu'était le tarot à l'origine avant d'évoluer. Et donc, vous voyez la césure, le schisme, hein, c'est une révolution dans la recherche du tarot. Ce sont les historiens qui ont créé ce schisme et cette révolution. C'est pas moi. Moi, je l'ai vu, reconnu, intégré, parce que je voulais. Mais c'est un vrai schisme. Ça n'a rien à voir. Connaître ce qu'on dit du tarot actuellement. Ah oui, bah le battleur c'est telle chose parce qu'un autre l'a dit, parce qu'on l'a lu encore ici, donc c'est ça. C'est connaître ce qu'on dit du tarot actuellement. Ou connaître ce qu'on disait, ou ce que nos ancêtres, les vieux Européens, disaient du tarot à l'époque où ils l'ont fabriqué, ben ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, j'ai évoqué la lemniscate. Le chapeau en forme de 8 du battleur du tarot de Marseille serait une lemniscate qui serait elle-même, ce qui n'est pas le cas, mais peu importe, le signe de l'infini. Est-ce que, au XVe siècle, à l'époque où le tarot est né, on a des textes de vieux Italiens qui expliquent que le chapeau du battleur est une lemniscate? Ah, et voilà, ça c'est radical comme question. Ça n'a rien à voir. Donc, quand on connaît ce qu'on dit du tarot aujourd'hui, oui, moi je connais ce qu'on dit du tarot aujourd'hui, j'écoute tous mes confrères, c'est passionnant. Donc je sais que beaucoup disent que le chapeau du battleur est une lemniscate. Mais j'essaie aussi de lire les historiens qui nous apprennent des choses sur ce qu'on en disait avant, et là, je ne retrouve pas la lemniscate. C'est tout à fait logique, historiquement parlant. Donc, vous voyez, autre démarche, autre vision des choses, autre contexte et autre résultat. Le tarot avec un T minuscule va être susceptible non seulement de produire un modèle d'explication du tarot, un modèle qui soit logique, clair et cohérent. Ça, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire c'est le projet, le but des chercheurs, des historiens, des scientifiques. Produire un modèle d'explication qui soit logique, clair et cohérent. On va essayer de faire ça ensemble. Mais il est susceptible aussi, le tarot avec un T minuscule, de faire évoluer ce modèle en intégrant les nouvelles connaissances, parce que les savoirs évoluent. Et il est même susceptible de remplacer le modèle qu'il a conçu par un autre, si cet autre modèle est jugé mieux explicatif du réel. Donc je vais vous proposer, moi, dans cette formation, un modèle d'explication de ce qu'était le tarot à l'origine et de ce que vous avez toujours entre les mains, parce que ça n'a pas changé, avec quelques variations. Le jour où les nouvelles connaissances apportées par les chercheurs indépendants, par les universitaires, par les scientifiques, détruisent ce modèle pour en proposer un meilleur, eh bien, moi, je vous propose qu'on l'intégrera ensemble, le nouveau modèle. Telle est la voie de la connaissance humble. Il faut avoir l'humilité de dire, voilà, le modèle que j'ai, en fait, c'est déjà l'ancien, parce qu'il y a un nouveau qui est mieux. On essaiera de faire ça. Voilà, hein, le tarot avec un T minuscule, aux interrogations suivantes. Qu'est-ce que le tarot? Quelle est son origine? Connaît-on certains de ses créateurs? Vous voyez que j'ai modifié un petit peu les questions. À quoi servait le tarot initialement? Quand est-ce qu'il est né? Quel est le sens de ses atouts? Souvent au nombre de 22. Certains de ces atouts sont-ils plus forts que d'autres? La suite de ces 22 atouts forme-t-elle un ensemble significatif? Si oui, comment fonctionne cet ensemble? Quel est son sens de lecture, etc., etc. Le tarot avec un T minuscule offre aujourd'hui un modèle de réponse cohérent, clair et logique à toutes ces questions. En tout cas, je le crois et je vais essayer de vous le montrer. En résumé, tout ceci, vous le comprenez, c'est une question de perspective. Je vous propose un nouveau regard, transformation de notre vision des choses. Question de vision, de perspective, de paradigme, comme on dit en science. Le tarot avec un T majuscule, il a cet immense avantage, puisque les tarologues, dans leur approche de ce tarot avec un grand T, disent qu'il est intemporel, universel, qui concerne toute l'humanité, toute la géographie de la planète Terre, tous les âges confondus, qu'il n'a ni commencement ni fin, etc. etc. Ben, l'immense avantage, c'est qu'en fait, ce tarot, il englobe la planète Terre entière. C'est pour ça qu'on retrouve dans leur discours à ces tarologues absolument tout et n'importe quoi pour le meilleur ou pour le pire, et que ça, tout ça, ça va, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est fort pratique, ça c'est une évidence. Travailler dans ces conditions, c'est super pratique, parce qu'en gros, on a le champ libre. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, peu importe finalement, puisqu'il n'y a pas de contexte historique, le tarot il est déraciné, il est dans les hautes sphères,
Donc voilà, peu importe. Donc ça, c'est très pratique et c'est un immense avantage de cette approche tarologique et c'est pour ça, à mon avis aussi, qu'elle fédère autant de personnes et que autant de personnes adhèrent, hein, tout simplement. C'est extrêmement pratique et puis c'est aussi très fascinant. Donc c'est son avantage. C'est immense, l'ère de, on va dire, d'englobement du tarot avec un grand T. Par contre, si vous regardez à droite, c'est ce que je pense, eh bien, la connaissance qu'on a du tarot par cette voie-là, est assez restreinte, ce qui semble assez normal. Vous voyez? Avantage, inconvénient, normal, comme toute chose dans ce monde. Avec le tarot, avec un T minuscule, je pense que c'est l'inverse. La recherche historique du tarot a tellement rétréci et zoomé sa focale en retrouvant l'endroit presque pile poil où le tarot était né dans ce grand planisphère, que la zone d'englobement du tarot avec un T minuscule est toute petite, et minuscule comme ce T minuscule, toute petite. C'est l'Italie du Nord, pas la Sicile, pas l'Italie du Sud, pas l'Italie du Centre, l'Italie du Nord, une ville, deux villes, trois tout au plus. Voyez comme on a réduit la focale, comme on a zoomé. L'angle de départ, du coup, est extrêmement restreint. Oui, ça évidemment, c'est beaucoup moins pratique à tout niveau. Peu de gens aiment rentrer par un petit bout de lorgnette dans quelque chose. C'est beaucoup moins séduisant qu'un univers infini, intemporel, universel, c'est sûr. Donc ça séduit moins le public, j'en conviens. Et puis c'est beaucoup moins pratique pour un praticien, pour un tarologue, même pour un historien. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qu'il va falloir se mettre au travail. Ça signifie qu'il faut une grande rigueur et une grande exigence pour ne pas sortir de ce tout petit cadre qu'on a défini au départ, parce que sinon on est hors sujet, tout simplement. Si on ramène un mandala là-dedans, le mandala, regardez, pointer l'Extrême-Orient, ça n'a plus rien. On est hors champ, hein, du domaine de recherche qu'on s'est tracé. Donc c'est très contraignant. Par contre, maintenant, basculer sur la droite et regardez, ce réservoir de connaissances du tarot, il devient gigantesque. Parce que en prenant le tarot par ce tout petit bout de la lorgnette, qui sans doute est le bon pour le comprendre, en tous les cas, pour le comprendre, quand on veut le comprendre, ça permet derrière, après des décennies de travaux collectifs de chercheurs, etc., eh bien d'augmenter considérablement le réservoir de connaissances. Dans ce sens-là, inconvénient, mais qui mène à un avantage. Ce sont deux voies miroirs, finalement, tarot avec un grand T, tarot avec un petit t. Moi, je vous propose d'entrer dans celle-ci. Entrons, chers amis, par le petit bout de la lorgnette, faisons ça. Parce que regardez ce qui nous attend derrière. Est-ce que c'est pas désirable si on le présente comme ça? Est-ce que c'est pas alléchant? Faisons cet effort. C'est un effort au début, mais après, c'est satisfaisant. Tandis que dans ce modèle, à titre personnel, avec ma personnalité, moi, je ne trouve pas ça désirable. Au départ, on est séduit, mais ce qu'on obtient après n'est jamais satisfaisant. Et on n'a jamais l'impression qu'on maîtrise le tarot. Et toujours, on trouve un nouveau tarologue qui nous dit « oui, mais est-ce que tu as vu que là, sur tel arcane majeur, il y a telle couleur sur tel vêtement, couleur chair, hein, ça veut dire que… » Et puis, au bout de 10 ans, 20 ans, on maîtrise toujours pas le sujet. On maîtrise toujours pas le tarot. Et à titre personnel, c'est moi ce qui m'occupe et ce qui me préoccupe. J'ai voulu au bout d'un moment essayer de maîtriser cet objet. Voilà pourquoi je vous propose ce schéma-là d'idées et cette façon-là de procéder, les amis. En conclusion de cette introduction, le tarot est à tout le monde et chaque voix a sa place. À la lumière de cette introduction, de ces cartes, là les cartes du monde que je vous ai montrées, à la lumière de ces analogies visuelles que je vous ai proposées, je crois qu'on comprend aisément que ni le travail des historiens, ni la voie réaliste du tarot n'ont vocation à chasser les autres voies tarologiques, ou à les écraser, ou à les supplanter, ou je ne sais quoi d'autre. Pas du tout. Comme le dit si bien l'anthropologue du Coran, Jacqueline Chabi, dont vous entendrez parler dans cette formation, parce que son enseignement historique est extrêmement important, je crois, pour mieux comprendre le tarot, bien qu'elle travaille sur le Coran, mais c'est comme ça. Comme elle le dit si bien, le passé appartient à tout le monde. On peut le déplorer, certains le déplorent, on peut s'en féliciter, mais le passé appartient à tout le monde. Comment vous voulez maîtriser l'usage qu'on fait du passé? C'est impossible. On est 8 milliards d'êtres humains, les amis, sur la planète aujourd'hui. On ne va pas contrôler la vision du passé de 8 milliards d'êtres humains. Donc le passé appartient à tous. C'est un petit peu un bien commun, peut-être on pourrait dire. Et en ce sens, chaque voie tarologique est légitime, à la fois légitime de développer son propre discours sur le tarot, y compris de faire des erreurs, de se tromper, ou de dire des élucubrations qui seront que des élucubrations dans les yeux de l'un, mais pas pour la personne qui les a dites. On est tout le temps les lucubrateurs de quelqu'un d'autre, de toute façon. Vous voyez? Chaque voix est libre d'assumer son discours sur le tarot, de prendre un créneau et puis d'essayer d'être dedans, et puis de montrer les potentialités qu'elle a,
Puis chaque voix est libre, voilà, de présenter les résultats qu'elle souhaite, quoi. Ça, c'est une certitude. Ceci étant dit, je crois qu'il est important quand même de garder à l'esprit qu'en ce qui concerne la compréhension du tarot tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il était quand il est né, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. La compréhension de ce qu'est fondamentalement le tarot et de ce qu'il était à l'origine, à l'époque où il a apparu, eh bien, quand on considère ça, l'approche scientifique et donc historique reste la mieux placée pour produire un modèle d'explication claire, logique et argumentée. Un modèle qui d'ailleurs est susceptible de nourrir les voies tarologiques, c'est ce qui commence à se passer aujourd'hui. Je crois que ça, c'est important quand même de le garder à l'esprit. Chaque voie tarologique a ses propres outils, aucun problème. Chaque voie a ses limites, ses avantages, ses inconvénients, ses qualités, ses défauts. Chaque voie est capable d'obtenir certains résultats, tout en n'étant pas capable d'en obtenir d'autres. C'est normal, c'est naturel, et il faut juste en avoir conscience. C'est une chose salutaire d'avoir conscience de ça. J'invite chaque tarologue à se dire qu'il est dans une voie tarologique d'ailleurs. Parce que souvent, quand je parle à des tarologues, ils sont très étonnés que je leur dise qu'en fait, ils pratiquent au travers d'une voie. Ils disent non. Ah ben si, à travers la vôtre, forcément. À partir du moment où on propose un travail avec le tarot, on est au moins dans notre voie d'accès, vous voyez. Il faut le conscientiser, quoi. Est-ce que les historiens sont capables de voir dans le futur comme le font les voies tarologiques divinatoires? Ben, résolument non. Par contre, est-ce qu'ils sont capables, mieux que celle-ci, de voir dans le passé et de comprendre de cette façon l'histoire du tarot? Oui, sans aucun doute. C'est d'ailleurs ce que nous allons étudier au cours de ce cursus. Pour conclure sur ce que j'essaie de vous dire et pour bien me faire comprendre, la question n'est pas de savoir quelle voie est plus légitime qu'une autre. La question est de comprendre quels sont les résultats qu'on peut obtenir avec telle ou telle voie d'approche. C'est tout. Chaque voie sert à quelque chose. Si quelqu'un a besoin d'un voyant, eh ben c'est heureux qu'il y ait une voie tarologique de divination. Très bien, la personne, elle l'aura. Mais si quelqu'un a besoin de comprendre ce qu'est fondamentalement le tarot, où sont les voies? Avant, il n'y en avait pas. Avant les années 80, ça n'existait presque pas. Maintenant, depuis les années 80, ça commence à surgir. Tant mieux. Les personnes qui veulent pouvoir maîtriser cet objet, comme on maîtrise un moment un tableau en histoire de l'art parce qu'on l'a suffisamment étudié, donc on l'a compris, ceux qui veulent avoir compris le tarot dans ce sens-là, il restera toujours des mystères, hein, évidemment, mais l'avoir compris un moment, ok, j'ai vu, c'est ça, c'était ça à l'origine et tout. Bon, ben ceux-là, il faut bien qu'ils aient aussi des voies pour les nourrir. La voie réaliste du tarot en est une, à sa modeste échelle. Le travail des historiens est une autre voie. Et puis même certains historiens, comme Isabelle Nadolny, sont entre les deux et font les deux, très ouverts d'esprit. Voilà. On a la chance d'avoir en francophonie Isabelle Nadolny, qui à la fois est archiviste et historienne du tarot, mais qui aussi travaille avec le tarot, faisait avant des tirages, même tirer les cartes, et puis fait du conte, tarot créatif avec le tarot. Bon bah parfait quoi, soyons ouverts mais lucides.